Bonjour, je m'appelle Mario et je suis le père de Nadia, ma fille, c'est sûr, et le grand-père de 4 enfants, Marguerite, Vincent et des jumeaux Mia et Jacob, qui sont tous morts à l'issue d'un drame familial atroce. Ce qui fait de moi une personne en deuil, mais en même temps une victime d'un acte criminel, pas une victime directe, une victime indirect, secondaire, on dirait un dommage collatéral. Bon, OK. Quel que soit le mot qu'on emploie, c'est mon nouveau rôle. À partir de cet instant-là précis, ma vie a changé d'un bout à l'autre. Il a fallu que je fasse le deuil de cette vie-là parce qu'elle ne va jamais revenir. Mais c'est une nouvelle vie que je ne veux pas. Mais je suis pris pour la vivre parce que c'est pas moi qui est mort, c'est ma fille et ses enfants. Alors, il faut que je vive avec ça. Puis, qu'est-ce que je vous dirais, c'est que pour vivre ça, c'est impossible de faire ça sans avoir de l'aide. On ne peut pas. Il y a de l'aide professionnelle, individuelle, il y a des groupes de soutien. Il y a un tas de choses. Mais la vie a fait que j'ai travaillé à différents endroits dans ma vie, à titre d'agent de main-d'œuvre, dans un programme spécial du Centre de service correctionnel du Canada. Et j'étais à l'aise avec ça, j'ai fait quand même un bon bout. Mais tout ça pour vous dire que je suis devenu membre d'une association de victimes d'actes criminels et par le biais de ça, j'ai fait du bénévolat dans un pénitencier. Puis ça m'a amené à rencontrer le mot « justice réparatrice » que j'ai appris à connaître et je trouvais que ça m'allait bien. Alors je me suis proposé, je me suis investi dans ça et j'œuvre dans justice réparatrice. Ça fait que c'est sûr qu'au début, c'est comme pour aider quelqu'un. Mais c'est pas long que tu te rends compte que c'est la meilleure manière de t'aider. C'est là, entre parenthèses, un peu le succès des alcooliques anonymes. C'est en voulant aider que tu t'aides. C'est un peu l'image de la justice réparatrice comme je le vois. Au début, mon but, c'était d'avoir des réponses aux questions que je me posais à l'effet que qu'est-ce qui est arrivé pour qu'une femme et un homme s'aiment assez pour mettre au monde 5 enfants, puis en viennent à saillir tellement que l'un des deux agresse l'autre et, dans son témoignage au policier, après les faits, il dit en anglais « I couldn't stop to stroke her ». Il l'a pas seulement tué, il s'est défoulé. Comment l'amour peut se transformer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas une question, c'est une série de questions à laquelle on n'a pas les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une chicane ce soir-là. Ma femme a parlé avec ma fille. Elle dit « Je viens de finir le gâteau de fête de Vincent. Je les ai tous installés avec un petit popcorn, puis ils sont en train d'écouter un film et attendent leur père. » À 3 heures du matin, le téléphone sonne, ils sont tous morts. Puis, mon gendre est à l'hôpital. Avec du recul, plus tard, ça, le deuil de ma fille puis des enfants commence. Le deuil de mon ancienne vie commence.
Mais les policiers américains ont voulu nous rencontrer pour poser des questions. Mais ils sont venus, ils nous ont dit, votre jambe, son méfait, c'est un cas de chaise électrique, parce qu'ils ont la peine de mort en Ohio. Oui. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me réconfortait, de savoir qu'on va peut-être tuer quelqu'un d'autre. Il me semblait que 5, c'était assez. Mais c'est ça. Fait que là, il me dit, on peut pas, le dossier qu'on a, on ne peut pas savoir pour votre fille, mais pour les enfants, le décès des enfants, il est accusé de meurtre au premier degré et il s'en va pour la peine de mort. Pour votre fille, son avocat va probablement plaider la légitime défense. Moi, je suis ému, je suis à l'envers, mais je ne suis pas gaga puis je ne suis pas fou. Pour moi, ça fait que le couteau, il est parti de la cuisine, il n'est pas monté en haut tout seul. Là, je suis obligé de faire une prise de conscience que ma fille est victime, mais après avoir été agresseur. Ça, c'est un deuil important. Il faut que j'accepte que ma fille était agresseur. Mais le résultat, c'est que tout le monde sait qu'une guerre, ça ne se fait pas tout seul, ça prend au moins 2 personnes. Et comme dans 99,9% des guerres, c'est les femmes et les enfants qui payent la note. C'est de même que l'humain fonctionne. Une réflexion. Un lion chasse pour protéger son clan, protéger sa vie, nourrir sa famille. Il y a juste l'animal appelé humain qui fait le contraire. Il tue par ambition, par orgueil, par honte, par appât du gain, par l'appât du pouvoir. Puis, moi, j'ai appris à l'école que l'être vivant qui est en haut de l'échelle, c'est l'humain. Puis c'est le seul de la création qui peut faire des horreurs pareilles. Pourquoi? Comment ça arrive? Je peux vous parler des heures et des heures sur c'est quoi le deuil, comment vivre ça, qu'est-ce qui arrive. Vous savez, la réflexion que j'ai eue, c'est je l'ai su par après, mais quand c'est arrivé, il y a quelqu'un qui a mis une roche dans mon soulier, puis elle est là, puis elle reste là. Puis le restant de mes jours. Quand je suis assis, elle fait pas mal. Quand je marche, ça fait mal. Il y a des moments où ça va, d'autres moments où ça ne va pas. Mais il faut prendre en considération que je vis en couple. Je suis un homme, je vis mon deuil comme ça. Ma femme a vu son deuil comme ça. Mon chum le vit. Et nos 2 deuils cohabitent. Ce qui est source de conflit, souffle d'irritation, source d'étincelles, parce qu'on ne vit pas ça pareil. Et mon deuil, ma façon de le vivre, peut être dérangeant pour elle et le sien me dérange. Et pas pareil toutes les fois parce que ce n'est pas toujours les mêmes réactions. Et le deuil, il est installé dans un humain et il progresse. Il se transforme. Comme je vieillis, je me transforme, le deuil est pareil. Aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'un deuil que j'ai fait, ça a pris comme à peu près 10 ans à faire ce deuil-là, c'est le suivant. On dit qu'on vit dans des souvenirs. Moi, je me souviens de ma fille, les affaires qu'elle a faites, puis ci, puis c'est ça. Mais les deuils, les souvenirs, ça ne vieillit pas. C'est toujours les mêmes souvenirs.
Je me souviens de ma fille à 33 ans, je ne m'en souviens pas à 45, elle ne s'est pas rendue là. Elle ne se rendra jamais là. Mais le souvenir que j'en ai, et au début, il était très, très, très dur. C'était... ça étouffe, ça lacère, ça l'agresse. En ce sens que le souvenir de ma fille, il est entaché par quelque chose d'atroce, de la manière qu'elle est morte. C'est omniprésent. Ma fille n'est pas décédée d'un accident d'auto. Elle a été assassinée. Et l'horreur de tout ça est présent. Ça l'a beaucoup, beaucoup entaché les souvenirs. Regardez la photo d'elle et de ses enfants. Je la voyais, la photo, mais le sentiment qu'il y avait, c'était l'horreur du décès, l'horreur du drame. Mais ça l'a pris tout ce temps-là pour accepter de regarder la photo, le cadre de ma fille avec ses enfants et de sourire en le regardant. Mais ce regard-là n'est plus entaché de ce que j'ai vu, ce que je me rappelle. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? On ne pense pas à ça, tout ce qui se passe. On dit, sa fille est morte. Oui, ils l'ont enterrée. C'est correct. C'est ça qu'on a fait. Mais on nous avait conseillé de voir les enfants avant l'incinération puis tout ça. On a dit, oui, on dit, faites-le. Tout le monde était d'accord, puis nous aussi, on a dit, on va les voir. Mais on ne pense pas à ça. C'est inimaginable, la force extraordinaire d'une mère. Il a fallu qu'elle aille magasiner pour habiller ses enfants morts. Puis pas juste des petites blouses, ils ont dit, par respect, tous les sous-vêtements, tout. Fait que là, ma femme, elle a commencé par déballer les cadeaux de Noël qu'elle leur avait préparés pour les habiller avec. Comment on peut arriver à faire ça? Je ne sais pas. Ça demande... Je ne sais pas. Puis, à un moment donné, après ça, il a fallu aller dans la maison parce que c'est à l'époque des papiers commerciaux, le rêve américain, 3/4 des familles américaines sont en faillite, ça coûte une fortune. Les grosses compagnies comme GM, c'est tout après crevé. La banque a sauté dans la maison, puis ça sortait du stock. Mais on a eu une injonction, puis on a demandé à l'entrepreneur de ramener. Il était parti avec les cadres, des photos, tout le kit, là, il ne restait plus rien. Fait que ma femme voulait récupérer des choses. Fait qu'on s'est tous habillés, puis on est allé dans la maison, puis c'est là qu'on a vu le gâteau, tout enfumé, tout écrit, tout prêt, Happy Birthday avec des champignons qui poussaient là. La suie partout, le feu. Puis là, avec des amis, les amis qui sont là, on a rentré dans la maison pour ramasser les souvenirs qu'il nous fallait, puis tout ça. Puis quand on est arrivé dans la chambre à coucher, ma femme, elle a continué. Moi, je n'ai pas été capable de continuer parce que j'ai vu le tapis qui était découpé avec ma fille qui était là pour les enquêteurs. Je suis sorti puis je ne suis jamais rentré. Je n'étais pas capable de voir ça. D'imaginer que... Je n'étais pas capable de voir ça. Non, tu sais, je n'étais pas capable. C'était difficile. C'est peut-être du coq à l'âne, là, mais quand on a vu les enfants, avant l'enterrement, qui nous avaient demandé de les voir, il avait mis ma fille là, puis les enfants à chaque côté. Puis je regardais ma fille dans son cercueil avec la petite blouse blanche que ma femme lui avait achetée. Puis j'ai été pris longtemps avec le fait que je regardais ma fille, puis je disais,
elle est pleine de trous. Elle est pleine de trous. Quelqu'un a fait des trous dans ma fille. Elle était longue de même quand elle est venue au monde. Puis après ça, le cercueil des émaux était fermé. Puis il y avait les spécialistes qui étaient là, le curé, puis il y avait juste nous autres, là, ceux qui avaient formulé le désir d'être présents, qui étaient présents. Et puis, ma fille, il a demandé, ma femme a dit, j'aimerais ça de voir les jumeaux. Ils ont dit, oui, on va vous les montrer, mais c'est un peu délicat. Ils étaient proches du foyer de l'incendie. Vous comprendrez que... Là, le mot a sorti. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, il a dit que les jumeaux avaient été endommagés. Il y a un père de famille qui a endommagé ses enfants. Fait qu'ils ont été obligés de les réparer, de les préparer pour qu'on puisse les voir sans tomber en quatre pattes, là. Mais je me disais après ça, comment un père peut en arriver à endommager ses enfants? Comment un père peut mettre au monde 5 enfants puis les endommager après? Comment on peut arriver à faire ça? Où qu'on peut prendre la réponse de ça? Là, je vous parle, je suis en deuil, c'est ci, puis c'est ça, ça a de haut, des bas, tout ça. Mais, je ne sais pas comment je suis faite, mais il y a une question qui se pose. Ma fille est à la fois agresseur et victime. Est-ce que c'est un cas unique ou si c'est général? La question se pose, est-ce que un agresseur peut avoir été une victime avant ou est toujours une victime? Si c'est possible, il serait victime de quoi? Mon gendre était victime de quoi quand il n'était plus capable d'arrêter de frapper ma fille? Fait que ça, c'est mon histoire. C'est moi, je suis affecté comme ça. Ma femme l'est autrement. Mon fils l'est autrement. Mes amis, le reste de la famille le sont autrement. Mais ça a des répercussions partout. C'est pas... apparemment, le directeur d'école là-bas, il a été je ne sais pas combien de temps sans travailler. Il y a des enfants qui ont mis un système de psychologue sur pied pour aider les enfants à l'école, parce que l'école était comme quasiment en face de la maison, qui avait brûlé durant la nuit. Les enfants sont rentrés à l'école, puis les pompiers sont là, puis leurs petits amis sont partis à l'hôpital. Fait que ça l'a bouleversé beaucoup. Il y avait une amie de ma fille qui a eu des enfants là-bas, puis Vincent et sa fille étaient du même âge, et puis... la petite fille a fait des cauchemars depuis ce décès-là. Puis ça fait très longtemps qu'elle est en soutien psychologique. Là, ça va pas bien, son affaire. Et ça va bien aujourd'hui, mais elle était très longtemps encadrée, une fois par semaine, professionnelle. Et elle n'est pas la seule. Il y en a plein à l'école, semble-t-il, qui ont eu beaucoup de difficultés. Il y a un des voisins... ils ont fait une espèce de... une réunion là, après l'enterrement, puis tout ça, là-bas. Puis il y avait, je ne me rappelle plus de son nom, Jeff. C'était le voisin dans le coin, les enfants, ils allaient jouer là. Lui, il est arrivé, puis le seul enfant qui était décédé, ils ont reconnu son décès sur place. Il s'est assis à terre, puis il l'a bercé. Puis ça a tout pris pour qu'il le remette aux ambulanciers parce que c'était le temps de partir. Puis il est venu me voir à cette fameuse réunion-là, puis il me dit, tu sais, il dit, Marguerite, il dit, elle venait cogner dans notre porte
pour que les enfants sortent. Puis il dit, elle mettait son nez puis ses mains dans la fenêtre, puis il dit, Vincent, 2 carreaux plus bas. Il dit, on ne les a pas encore lavés, puis je ne suis pas sûr qu'on va les laver. Les gens, ils ont été marqués. C'est partout comme ça. On a Ma belle-sœur est rentrée à l'hôpital 3 jours. Elle a fait une crise de panique. C'était la marraine de Nadia. Elle l'aimait beaucoup. Son mari aussi. Elle n'était pas capable. Quand on a fait l'enterrement, la mère de Michel est venue au salon funéraire, puis elle a perdu connaissance, puis elle est repartie en ambulance. Au travail, c'était pareil. Imaginez-vous que j'étais chauffeur d'autobus scolaire à l'époque. Quand j'ai recommencé à travailler, moi, là c'est des enfants que j'emportais. Pas les miens, ceux des autres. Les enfants étaient secoués. Ils ne savaient plus comment me regarder. C'est difficile, c'était spécial. Les parents étaient sur le bord de la rue, puis c'était comme ça. J'étais affecté. Les chums, je faisais ma run d'autobus, puis je me parquais pour pleurer un petit peu. Mes chums, ils passaient pour me checker. Voir si on était correct. Parce que je n'étais pas revenu au garage. Il y a des journées que le caillou fait plus mal que d'autres jours. Ça arrive. Ça dépend des contextes. C'est comme ça. En tout cas, bref. Il y a eu des répercussions. Il y en a encore. Le nombre de personnes qui ont été affectées d'une façon différente, il y en a. Je ne peux pas toutes les nommer, je ne peux pas donner toutes les circonstances, mais il y a une journée, j'étais assis dans l'espèce de lobby où il y a le punch là, pour les autobus. Là. Puis il y a une nouvelle chauffeur qui arrive. Moi, j'étais avec mon agenda. Puis j'ai gardé là, un signet avec les photos des enfants décédés. Puis elle arrive. Oh, elle dit, maudit, c'était une belle famille. J'ai dit, oui. Elle dit, qu'est-ce qu'ils font? Je l'ai regardé. J'ai dit, ils sont tous morts. Elle n'est jamais revenue travailler. Personne ne lui avait dit. Personne ne savait comment le lui dire, j'imagine. J'ai pas... Je suis retourné travailler, puis ils ont tous été super sympathiques, mais quand j'étais seul assis, personne ne venait. Tu sais, les gens ne savent pas comment composer avec ça. Puis moi non plus, je ne sais pas comment composer. Regardez, j'ai dit à cette fille-là, mais c'était pas la bonne manière. J'ai peut-être fait une autre victime. Je ne sais pas, j'ai jamais vécu ça. Là, le deuil, savez-vous c'est quoi? C'est de danser sur un plancher avec une musique que tu ne connais pas, une danse que tu ne connais pas. Puis il faut que tu réussisses là. C'est ça la game. Hein? Mais moi, personnellement, je me suis impliqué dans la justice réparatrice parce que je voulais avoir des réponses à ces questions-là. Je voulais savoir, est-ce que c'est comme ma fille, est-ce que il était victime de d'autres choses avant? Moi, personnellement, je me suis fait une idée. Je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé dans cette maison-là le soir?
toute une accumulation de frustration, de ressentiment, de non-dits, de tout un paquet de petites affaires qui sont restées comme ça. Puis ça a fait comme une espèce de gros cholestérol, puis ça a bloqué l'artère. Puis ça a pété. Ça a fait une fracture. Mais je me disais un jour, là, y a-tu quelqu'un dans le monde à qui c'est arrivé de se mettre à genoux le soir pour faire sa prière, puis dire, mon Dieu, fais de moi un assassin, un criminel, puis un tueur d'enfants. Pensez-vous que c'est possible que quelqu'un fasse ça le soir? Non. Mais pourquoi ça arrive d'abord? Comment ça se fait? Si je me suis impliqué dans la justice réparatrice, j'ai rencontré des gens qui sont incarcérés pour des crimes qui sont faits contre la personne. Et puis, je me suis engagé dans un programme avec un individu qui a fait ce genre de crime-là. Puis, je me suis vite rendu compte que le fait de vouloir les poser les questions, puis de vouloir avoir des réponses, ça l'a fait que ça l'a créé chez moi une série de questionnements puis de réflexions qui sont encore présentes, qui j'ai pas des réponses, puis chaque réponse me rapporte une nouvelle question. Mais personnellement, je pense que c'est l'histoire d'une vie. Moi, j'ai un événement qui a provoqué une sorte de question. J'espère que pour d'autres, un événement, ce ne sera pas nécessairement un meurtre. Ça peut être un autre événement. Mais je peux comprendre, moi, je suis une victime indirecte. Mais je peux comprendre qu'une jeune femme, une femme qui est victime de viol, elle n'a vraiment pas envie de rencontrer son agresseur pour avoir les réponses à ses questions. Mais peut-être qu'en m'écoutant, elle va pouvoir en avoir une partie. Moi, j'ai pu le rencontrer, un agresseur, mais c'est pas l'agresseur de ma fille. Je ne peux pas le rencontrer, il est décédé, je ne le rencontrerai jamais. Mais rencontrer un autre, c'est moins impliquant pour moi, mais c'est la seule source que j'ai pour avoir les réponses. Mais même si ça ne peut pas se faire face à face, si ça peut se faire par message, par témoignage, d'une autre façon, parce que je peux juste dire que c'est un outil de réparation, de reconstruction, du départ d'une nouvelle vie que je ne veux pas. Mais ça aide, c'est aidant. Il y a d'autres groupes, il y a d'autres associations qui font la même chose, mais je trouve que Justice réparatrice, c'est privilégié. Bien, pour moi, c'est mon opinion, là, je trouve que c'est à la source. Parce qu'une grosse question se pose là-dedans. Là, ça fait un bout de temps que je vous parle, puis tout ça. Là. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la sienne? Je ne le sais pas. Mais y a-t-il quelqu'un qui veut le savoir? On est intéressé de le savoir. Mais lui, là, il en vit un deuil. Moi, j'ai eu de la misère à me débarrasser de l'atrocité du décès de ma fille pour avoir des souvenirs heureux. Lui, il faut qu'il se débarrasse du geste qu'il a posé. Pourquoi il l'a posé? Qu'est-ce qui l'a amené à le poser? Il y a plusieurs façons de vivre un deuil. Il y a les gens qui vont rester dans le déni pendant... Ils n'en sortiront jamais. Mais l'auteur du crime, il va-t-il rester dans le déni, lui aussi? Peut-être que oui, peut-être que non. Comment lui, il peut passer par-dessus ça, puis se tenir debout, puis regarder le monde dans les yeux, avec le souvenir de ce qu'il a fait? Est-ce que le souvenir de ce qu'il a fait va l'enterrer, va le neutraliser, au même titre que moi?
moi, une semaine après le décès, je ne me rappelle plus exactement quand, il était 3 heures du matin, j'étais dans le salon, j'avais le fixe. Là, ma femme s'est levée plus tard. Je l'ai regardée. J'ai dit, tu veux-tu vivre de même, toi? Ben, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, on va s'acheter un gun et on va se tirer. Elle dit, tu penses-tu que je vais me suicider? J'ai dit non. Ben, elle dit quoi? Ben, j'ai dit, je refuse de m'enterrer, je ne suis pas mort. J'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné au bureau, j'ai dit, je commence à travailler lundi. J'avais eu comme une espèce de flash. Je me suis vu comme en miniature dans mon évier de cuisine quand je lève le bouchon pour enlever l'eau. Puis là, je me voyais tourner, là. Puis je me suis dit, si je reste dans la peine, dans les pleurs, si je laisse mon regard posé sur ce que j'ai eu et que je n'ai plus, et que je n'aurai plus jamais, je vais rentrer dans ce trou-là, puis je ne vais jamais en sortir. Et je refuse. Je ne voulais pas que ma vie, tout comme l'agresseur, est-ce que je veux que ma vie ne soit que pleurs et grincements de dents? Ou est-ce que, comme l'agresseur, est-ce que je veux que ma vie ne soit que qu'est-ce que j'ai fait? Non, moi, je me dis que ensemble, à deux, on pourrait, avec des... Mon Dieu. Je fais d'autres groupes aussi, puis ce que j'aime dans la justice réparatrice, dans l'autre groupe aussi, c'est comme ça. C'est comme guider, encadrer. Parce que des fois, on est les rois de l'esquive. Attention. On se fait ramener. Alors, on nous pose la question pour approfondir le sujet. Des fois, je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé, hein, mais je vais passer sur l'échelon numéro 2. Mais on pourrait aller sur l'échelon numéro 4, puis peut-être avoir d'autres sortes de réponses ou une autre manière que ça se passe. Mais c'est facile de... Bon, quand on bague dans le terrain de sauvage, c'est dur à breaker, tu sais. Mais quand on commence à parler d'un sujet, puis on se contente de rester là, ça prend quelqu'un pour te ramener, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon processus parce qu'il n'y a pas juste l'animateur, il y a le représentant des citoyens qui, lui, et quand il m'a fini sa toast beurre pinot le matin, il ne pensait pas en entendre ça, lui, là 3-4 heures après, là. Une histoire pareille. Puis là, le soir, il arrive, là, puis il rentre chez eux, puis il faut qu'il embrasse ses enfants. Pas moi. Tu sais, il dit, fais ça pendant que tu as le privilège encore de les avoir. Tu ne sais jamais quand est-ce que ce plaisir-là va être arraché. Je ne sais pas. Moi, je l'avais su. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, là. Mais ça ne se fait pas sans aide. Je ne peux pas continuer, même juste être ici puis vous compter ça. C'est aidant. J'ai fait du counseling d'emploi dans ma vie, puis toutes sortes d'affaires, puis il y a une chose que je sais, c'est que tout ce que je vous ai dit, je suis la première personne à avoir besoin de l'entendre.